Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau bilan lecture parce que comme vous le savez, au bout de 4 livres, je vous fais mon petit bilan et c'est exactement ce qu'il se passe ici. Je vais vous présenter les 4 livres que j'ai lus. Pour commencer, je vais vous présenter le livre de Steve Berry, La prophétie Nostradamus, une enquête de Cotton Malone aux éditions Le Cherche Midi. C'est le tome 17, voilà. En personnage récurrent, donc on a Cotton Malone. Donc si vous n'aimez pas prendre une saga en cours, que vous préférez mieux la commencer du début, et bien dans ces cas-là, je vous conseille de lire le premier tome. Voilà, et là nous sommes au tome 17. Nous allons être avec le personnage récurrent de Cotton Malone. Et nous allons parler de Louis de Bavière, qui est plus communément appelé Louis II, qui a été roi dans les années 1800. Là, l'histoire qu'on va nous narrer se passe en 1881. Louis de Bavière en a un petit peu marre d'être roi. Voilà, il voudrait qu'on lui fiche un peu la paix. Il n'aime absolument pas ses ministres. Il n'aime que les gens de son peuple. Et lui, il voudrait avoir son propre royaume à lui. Du coup, il va tout faire pour essayer de trouver son propre royaume et d'être tranquille dans sa vie, tout simplement. Donc c'est cette histoire-là qui va nous être narrée, mais aussi nous allons nous retrouver en 2023, donc avec Cotton Malone, qui est en visite en Bavière. Il visite un des châteaux que où Louis II a vécu, parce qu'il avait plusieurs propriétés en Bavière. Et en fait, lors de cette visite, il va, comment dire, être un peu en mission. Il surveille 2 personnes, un homme et une femme qui se font passer pour des touristes mais qui ne le sont pas. Voilà. Et en fait, ces 2 personnes cherchent un document en particulier et à un moment donné, ils vont réussir à trouver ce fameux document. Voilà, il va y avoir une petite bagarre entre eux et Cotton Malone et donc ils vont réussir à s'enfuir. Cotton Malone va essayer de les poursuivre et voilà, et donc on va suivre cette histoire. Ce document est très très important parce qu'il est convoité et par les Allemands. Et par les États-Unis, donc les Américains, et aussi par les Chinois. Voilà, donc c'est un document très très important qui pourrait mettre à mal toutes des nations, en fait, surtout les États-Unis, voilà, qui est en collaboration avec l'Allemagne, hein, et l'Allemagne fait aussi de l'import-export avec la Chine. Donc on va suivre toute cette petite aventure. Donc pourquoi la prophétie Nostradamus? Parce qu'apparemment Nostradamus aurait, comment dire, narré une prophétie qui toucherait personnellement Louis II de Bavière. Alors je pensais dans cette histoire qu'on verrait Nostradamus en train de, comment dire, de noter cette fameuse prophétie, sauf que ce n'est absolument pas le cas. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il nous parle de Nostradamus. Enfin si, je comprends que c'est par rapport à cette prophétie. En fait on en parle de cette prophétie, mais quasiment à la fin du livre. Et ça ne dure que 2 lignes, en fait, voilà. Donc du coup, je vois pas trop l'intérêt. Moi, je pensais vraiment qu'on allait être avec Nostradamus, qu'il allait, qu'on allait le voir écrire cette fameuse prophétie, et comment est-ce que ça lui est venu, en fait, d'écrire ça. Mais en fait, pas du tout. On ne va être qu'avec Louis II de Bavière, parce que sa mort a été vraiment très étrange. On ne sait pas vraiment comment est-ce qu'il est mort. Est-ce qu'on l'a tué ou est-ce qu'il est mort de noyade, vu que on l'a retrouvé dans un lac avec celui qui le surveillait lors de son détrônement. Alors je ne sais pas si vraiment ça se dit, mais en fait il va devoir, comment dire, donner son trône à un de ses oncles, je crois, si je ne me trompe pas, parce que on le prend un peu pour un fou par rapport
à son envie d'avoir un autre royaume. Voilà, donc du coup, on va le détrôner, on va l'enlever de son trône et on va essayer de, comment dire, pas vraiment de l'emprisonner, mais de le mettre dans un autre endroit. Et en fait, c'est son oncle qui va prendre la suite de Louis II de Bavière. Et on va aussi comprendre beaucoup de choses par rapport à Louis II, mais je peux pas trop vous le dire parce que ça spoilerait toute l'histoire. Donc voilà, donc moi j'ai bien aimé l'histoire, j'ai aimé retrouver Cotton Malone, qui est un très très bon personnage. J'ai lu ce livre très rapidement. Steve Berry avait essayé de nous, comment dire, de nous faire une histoire avec un nouveau personnage qui s'appelait Nick Lee. Et donc le livre s'appelait Le complot Vatican. Mais alors moi j'étais contente, je me suis dit bah c'est bien, il essaye de nous conter une autre histoire avec un nouveau personnage, ça va changer un peu de Cotton Malone. Et au final, moi ça l'a pas vraiment fait avec Nick Lee. Je préfère vraiment mieux avec Cotton Malone et avec le neveu de, de l'ancien président des États-Unis dans l'histoire, qui s'appelait... Ah, je sais plus comment il s'appelait. Je sais que son... Luc Daniel. Et... Enfin, c'est le personnage, le compagnon de Cotton Malone. À deux, ils vont essayer de comprendre toute cette histoire, parce que c'est vraiment une histoire géopolitique. Mais l'autre président, je sais plus comment il s'appelle. Mais bon, enfin bref, c'est pas grave. On s'en fout. Ça, voilà, c'est pas vraiment dans l'histoire. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'ai aimé retrouver Cotton Malone. Alors avec Cotton Malone, ça va très très vite, hein. C'est vraiment action-réaction. Il se passe plein de choses, il y a plein de bagarres, il y a de l'intrigue. Ça fait un peu penser à Da Vinci Code. En fait, avec Dan Brown, c'est un peu dans la même veine. Voilà, on en apprend beaucoup parce que moi je ne connaissais pas Louis II de Bavière. Du coup, j'ai encore fait la connaissance d'un nouveau personnage historique. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et c'est un peu dans l'ésotérisme aussi. Et voilà, et comme il se passe plein de choses, il y a plein de bagarres, voilà, du coup c'est très très intéressant et moi j'adore ça. Donc voilà, donc Steve Berry, La prophétie Nostradamus, une enquête de Cotton Malone aux éditions Le Cherche Midi. En deuxième livre, j'ai lu le livre de Denis Léane, Le silence aux éditions Galmeister. Alors dans ce livre, nous sommes en 1974, nous sommes en été, nous sommes à Boston, aux États-Unis, dans le sud de Boston, dans un quartier irlandais. Nous allons faire la connaissance de Mary Pat Fennessy, qui est une femme, pauvre, tout simplement. On va dire les choses comme elles sont, pauvres. Et le quartier est, est un peu réglé par la mafia. Je pense que c'est une mafia irlandaise. Il y a beaucoup de drogue et d'armes qui circulent dans tout le quartier. C'est assez... comment expliquer ça? Il y a un chef de cette mafia qui régit un peu tout. Et malheureusement, dans cette histoire, donc on va nous parler de la déségrégation, qui va avoir lieu. En fait, la déségrégation, c'est le fait que les enfants noirs vont aller dans des écoles blanches et les enfants blancs vont aller dans des écoles noires. C'est pour essayer de faire une parité, voilà. Sauf que la nouvelle est très très mal prise par les habitants de Boston, surtout dans ce quartier irlandais. Et en fait, ça va toucher Mary Pat parce que sa fille, Jules, a été sélectionnée donc, pour aller dans une école d'enfants noirs, tout simplement. Et ça a été un petit peu mal pris par elle, mais elle n'est pas, on va dire qu'elle n'est pas vraiment raciste pure et dure. En fait, ça ne la dérange pas parce qu'elle a une collègue noire et du coup, ça lui pose pas forcément de problème. Elle a plus peur que sa fille ne réussisse pas vraiment ses études. Voilà. Et en fait, une nuit, la fille de Mary Pat va tout simplement disparaître.
et en même temps, on va annoncer, la mort d'un jeune noir, voilà, qui serait mort, fauché par un train, en fait, et on va vite comprendre que la fille, de Mary Pat, n'est peut-être pas étrangère, à ce désastre, à la mort de ce jeune noir, et donc du coup, Mary Pat veut comprendre, ce qui a bien pu se passer et pourquoi sa fille, ne réapparaît pas, donc du coup, elle va poser des questions, dans tout le quartier, sauf que, les gens de son quartier, vont tout simplement lui tourner le dos, et elle va, tout simplement, vouloir se venger. Voilà, parce que personne ne veut l'aider. Du coup, elle va essayer de trouver des réponses à ces questions, et ça va gêner. Ça va vraiment beaucoup gêner, surtout, la mafia, hein, surtout les hommes qui font partie de cette mafia, parce que les questions qu'elle pose sont vraiment, très gênantes, et donc du coup, ça va vraiment poser problème, pour elle, mais elle n'aura, de cesse que de comprendre, ce qui a bien pu passer cette nuit-là. Pourquoi sa fille, aurait un lien avec la mort de ce jeune garçon noir, et donc nous, on va, comment dire? On va suivre cette histoire. On va suivre l'enquête, de Mary Pat, on va suivre l'enquête des policiers parce que les policiers, eux aussi veulent comprendre, ce qui a bien pu se passer, et on va, aussi suivre cette déségrégation, parce que les gens vont tout simplement manifester. Et la police a très, très peur que ça dégénère parce qu'entre les noirs et les blancs, c'est assez, comment dire? C'est comme un volcan qui va tout simplement se mettre en éruption, et au plus, la tension va monter, au plus, les choses vont, ne cesse que dégénérer. Donc on va être en pleine tension dans cette histoire, et ça a été une très, très bonne histoire. Hem, la plume de Denis Néan est très belle. Ce livre se lit très, très vite. J'ai beaucoup aimé le caractère de Mary Pat, qui a un sacré caractère. C'est une femme qui en a dans le pantalon. Elle n'a, pas peur, de cette fameuse mafia, irlandaise. Elle s'en fout complètement. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est comprendre pourquoi sa fille a disparu, cette nuit-là. C'est surtout ça. Et voilà, et moi j'ai vraiment beaucoup aimé, ce personnage-là. Même, le personnage du flic, parce que dans l'histoire, il y a aussi un flic qui enquête, vraiment, et j'ai beaucoup aimé aussi, l'histoire de ce flic, parce qu'on en apprend un peu plus sur lui, autant que sur, Mary Pat et sur plein d'autres personnages, hein. On comprend au fur et à mesure, en fait, les pièces du puzzle se mettent, ah merde, se raccordent entre elles. Ouais, les pièces du puzzle, donc entre elles, et en fait, on voit comment ça s'est passé exactement. Moi, ce que je peux juste reprocher à l'auteur, c'est que en fait, on ne comment dire? J'aurais aimé, que ça soit un tout petit peu plus dur. Je m'explique. J'aurais aimé voir, comment dire? Voir la scène de la mort de ce jeune noir, mais j'aurais voulu rentrer dans sa tête. En fait, comprendre, mais de sa bouche à lui, à ce jeune, noir, comment se sont passés les événements. Ça, alors on nous explique comment s'est passé cet événement, mais de la bouche d'autres, protagonistes, et moi j'aurais vraiment voulu sentir la peur, de ce jeune garçon, voilà, sentir, au moment où il a su que malheureusement il allait mourir. J'aurais aimé, alors je sais que c'est un peu glauque, hein, ce que je vais dire, mais j'aurais aimé, que l'auteur, me fasse rentrer dans la tête de ce jeune garçon, et j'aurais aimé sentir cette peur. J'aurais aimé, comprendre enfin, ses derniers instants, en fait. J'aurais voulu, voilà, être là avec lui et me dire, pour ressentir cette peur et me dire: «Merde, il va vraiment mourir, pourquoi, voilà, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça?» et cetera, et cetera, et j'aurais aussi, voulu comprendre, rentrer aussi dans la tête de Jules, pareil, pour comprendre, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là, comment est-ce qu'elle a disparu? Alors on le sait, mais j'aurais voulu, pareil, rentrer dans la tête de Jules pour le vivre à sa façon à elle, ces derniers instants.
J'aurais voulu que l'auteur m'écrive ces derniers instants, mais qu'on le voit dans ses yeux, qu'on le ressente, mais par rapport à elle. Voilà, tout simplement. Alors je sais, ça paraît glauque, mais ça m'aurait, comment dire, donné un petit peu plus d'attache, donné un petit peu plus d'émotion, quitte à rajouter quelques pages en plus. Ça ne m'aurait pas effrayée parce que j'adore vraiment la plume de Denis Léane. C'est une très belle plume. Il écrit très très bien son histoire. Il y a beaucoup de dialogues. On est vraiment avec les personnages. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Mais j'aurais voulu que ça soit un tout petit peu plus dur. Voilà. Bon, sinon, ça a été une lecture parfaite. Donc, Denis Léane, Le silence aux éditions Galmenster. Je vais y arriver. En troisième livre, donc j'ai lu Les 7 maris d'Evelyne Hugo de Taylor Jenkins Reid aux éditions Hauteville. Alors, ce roman, comme vous le voyez, c'est le phénomène de TikTok. Et je voulais voir si ce phénomène avait raison, tout simplement. J'ai aimé cette lecture. Donc là, on est avec, eh bien, vous l'aurez compris, hein, Evelyne Hugo, qui est une célèbre, qui était une légende du cinéma des années 50, 60 et 70. Elle a eu 7 maris et à l'âge de ses 80 ans, elle sent que la fin est proche et elle voudrait tout simplement raconter son histoire. Et elle va raconter donc son histoire elle va raconter toutes ces petites révélations à Monique Grant, qui est une jeune journaliste qui n'est pas encore très très connue. Mais Evelyne Hugo veut vraiment lui raconter son histoire à elle. Alors la chef de Monique Grant est très suspicieuse par rapport à ça. Elle se demande pourquoi à Monique spécialement, alors que ce n'est pas une grande journaliste, pourquoi pas à quelqu'un d'autre. On va comprendre qu'il y a un lien entre ce qu'Evelyne Hugo est en train de lui raconter et Monique, sauf que Monique, elle ne le sait pas. Elle se pose aussi la question, et c'est en parlant avec elle qu'au bout d'un moment, à la fin, hein, ça se passe à la fin, on comprend pourquoi est-ce qu'elle a demandé à Monique d'être là. Mais en attendant, donc Evelyne va lui raconter donc toute sa vie, toutes les rencontres qu'elle a fait avec ses 7 maris. Alors, on va nous parler de violence conjugale, on va nous parler de féminisme, de comment ça se passait avec les femmes dans le métier du cinéma. Ce qui n'était pas évident, hein, c'était pas du tout facile pour elle, parce qu'il fallait qu'elle fasse des sacrifices. Voilà, il a fallu qu'Evelyne Hugo se blanchisse les dents, il a fallu qu'elle change de coiffure, qu'elle se mette blonde, alors que c'était une jeune femme cubaine, donc elle avait la peau bronzée, bien évidemment. Mais c'était une très très bonne actrice, mais ça a été compliqué pour elle parce qu'elle a dû faire des choix qui n'était absolument pas facile. Et je peux pas trop vous en dire parce que sinon je vais vous spoiler carrément toute l'histoire et c'est pas du tout le but. Mais sachez que j'ai vraiment bien aimé. Ça se lit tout seul, sauf que au bout d'un moment, je dois avouer que ça aurait pu être un coup de cœur. Voilà, ça aurait pu franchement être un coup de cœur parce que je dévorais les pages les unes après les autres et je me suis dit, oula, je me suis dit ça va être un coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé. Sauf que à un moment donné, bah, le schéma est toujours le même. En fait, le problème c'est que le schéma est toujours le même. Alors même s'il y a de très très bons thèmes abordés dans ce livre, c'est toujours le même schéma. Donc on est avec Evelyne qui raconte son histoire. Elle nous raconte comment elle rencontre ses différents maris. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, donc, elle a divorcé. Donc soit c'est à cause d'elle, soit c'est à cause du mari. Pourquoi elle faisait toujours ça? Parce que pour en avoir 7, franchement, faut le faire. On le sait au bout d'un moment et je trouve que c'est beau de vouloir faire ça, mais ces choix ont eu des conséquences et, je trouve ça dommage qu'elle ait pas, comment dire, qu'elle ait pas voulu révéler. Et d'un autre côté, je trouve ça normal parce que
à cette époque-là, elle n'aurait pas pu faire cette révélation-là, ça aurait, gâché sa carrière, tout simplement. Donc elle n'a pas fait cette fameuse révélation pour ne pas, gâcher sa carrière et je trouve que d'un côté, c'est beau, mais d'un autre côté, c'est dommage parce que, elle a sûrement, je trouve qu'elle a sûrement, gâché pas mal de choses. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ce livre parce que si je vous en dis trop après, voilà, après vous allez, malheureusement je vais tout vous spoiler et ça serait vraiment dommage. Mais sachez que ce livre m'a quand même beaucoup plu, malgré tout. Alors j'aurais aimé que ça soit un coup de cœur, ça ne l'est pas. Mais je comprends que ça puisse être un phénomène TikTok parce que j'ai beaucoup aimé la plume, de Taylor Jenkins Reid, qui a une très belle plume. Elle raconte très, très bien son histoire. J'ai aimé tous les personnages, même le personnage d'Evelyn Hugo. J'ai aimé le personnage de Monique, qui, à la fin alors on a la révélation finale de la fin parce qu'on se demande quel lien il y a entre Evelyn et Monique. On le sait et c'est vrai que ça a été une bonne révélation, et j'ai aimé, voilà, tout simplement. Donc j'espère que pour vous ça sera pareil. En tout cas je vous le conseille. Donc les 7 maris d'Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid aux éditions Hauteville. Et en dernier, donc j'ai lu À un souffle du passé, de Patty Callahan aux éditions Faubourg-Marigny. Donc dans ce livre, nous sommes dans une double temporalité. Nous sommes avec Everly Winthrop qui est professeure d'histoire. Elle va, avoir la rencontre alors il y a un homme qui va venir la voir pendant un de ses cours, enfin à la fin d'un de ses cours, elle le connaît, Everly le connaît, il s'appelle Oliver et Oliver va lui demander, quelque chose d'assez spécial. Il va lui demander si elle ne serait pas, partante pour faire une exposition donc sur le Pulaski. Le Pulaski, est un navire, un bateau à vapeur, qui a, fait un voyage de Savannah, aux États-Unis donc, pour aller jusqu'à Baltimore et malheureusement, lors de ce périple, il a, tout simplement fait naufrage. Voilà, donc on va savoir, la raison de ce naufrage, on va comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait naufrage et en fait, dans cette histoire, on va suivre 2 autres personnages, donc 2 personnages de femmes, Augusta et Lily, qui sont, 2 personnages qui, vont, être des rescapés, de ce fameux naufrage et qui vont nous faire vivre, les quelques mi alors, leur embarquement. On va suivre leur embarquement, le début du voyage et aussi, malheureusement, le naufrage. Voilà. Donc on va suivre tout ça, on va suivre la vie de Lily, on va suivre la vie d'Augusta, on va comprendre comment elles ont, réussi à être rescapées, de cet affreux drame. On va suivre tout ça, mais on va suivre aussi Everly, qui, va accepter bien évidemment de faire cette exposition sur le Pulaski car, son grand-père c'est grâce à son grand-père qu'elle a connu cette histoire. Son grand-père aimait lui raconter plein d'histoires sur le Pulaski, il était fan de ce bateau aussi et c'est grâce à ça elle va accepter en fait car, je vais plus y arriver. Le bateau va être retrouvé, à plus de je sais pas combien de mètres, de profondeur, 180 ans plus tard. Voilà, donc on va, tout simplement, des plongeurs vont tout simplement, retourner, dans la mer pour être je vais avoir du mal là, pour, pour aller jusqu'à l'épave et ramener bien évidemment donc les objets, qui sont restés donc, sur l'épave dans l'épave. Donc il y a plusieurs objets qui vont être ramenés et Everly va être, très, très, comment dire? Très heureuse de retrouver tous ces objets, vu qu'elle va essayer, comment dire? De retranscrire, de raconter plutôt, excusez-moi, de raconter l'histoire de ces familles,
qui étaient sur ce bateau et surtout sur la famille d'Augusta et de Lily, vu que ce sont 2 femmes d'une même famille. Voilà, ils étaient 6 dans cette famille et malheureusement, le naufrage va faire que, cette famille va malheureusement être divisée et ils vont avoir des vies, totalement, différentes, quand elles vont être, comment dire? Secourues. Voilà, mais on va comprendre toute l'histoire, hein, vous allez comprendre toute l'histoire par rapport à ce livre. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai aimé cette histoire parce que je ne connaissais pas, ce fameux, navire, le Pulaski, donc j'en ai appris beaucoup. Je ne savais pas qu'on l'appelait le Titanic du Sud. J'ai aimé, tous les personnages, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé, la façon dont l'autrice nous raconte ce malheureux naufrage, ce drame, comment, des personnes ont réussi à survivre, et ça a été, alors c'est un peu genre Titanic, mais, c'est pas fait de la même façon, mais ça reste, n'empêche, très intéressant. J'ai aimé aussi le personnage d'Everly, qui a subi une perte et qui, grâce à, cette exposition, va réussir à, comment dire? À passer à autre chose ou à apaiser sa peine en tout cas. Voilà et ce livre se lit, vraiment, très rapidement. Alors je sais qu'il a l'air d'être gros comme ça et effectivement, mais il ne fait que, un peu plus de 500 pages. Donc voilà, donc le grammage est très, très gros, donc les pages se tournent toutes seules, l'écriture est très va très, très vite à lire, voilà et voilà et ça a été une très, très belle histoire, donc si vous aimez, les histoires de double temporalité, si vous ne connaissez pas l'histoire du Pulaski, vous allez faire un magnifique voyage à Savannah. L'auteur nous raconte aussi donc comment ça se passait, avec, les familles, voilà, avec ces différentes familles bourgeoises très, très riches qui avaient des plantations de coton. On va aussi nous parler d'esclavage parce qu'il y avait des esclaves, qui, bah, suivaient, les familles. Donc tout ce qui était, servantes, domestiques, tout ça et qui malheureusement ont subi ce naufrage. Alors, on va comprendre que, bah, les esclaves, voilà, on s'en foutait en fait, hein, voilà, ils pouvaient, mourir dans l'eau, on s'en foutait complètement. Sauf que voilà, Lily avait, très bon cœur et elle a sauvé, la nourrice de sa petite fille et voilà, enfin bref, c'est une très, très belle histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé, tout ça et je vous le conseille très fortement. Donc à Un souffle du passé de Patty Callahan aux éditions Faubourg Marigny. Donc voilà pour mon bilan lecture. Donc j'espère qu'il vous aura plu, que mes lectures vous donnent envie. Pour ma part, donc je vais continuer à lire. Je suis en train de lire pour ma prochaine palle un Agatha Christie, donc La mystérieuse affaire de Steele aux éditions Hachette. J'ai l'intention de lire Julia Chapman, Les détectives du Yorkshire, le tome 1 et 2, aux éditions... je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Aux éditions Robert Laffont, La Bête Noire. Voilà. J'ai l'intention aussi de lire Les Déracinés, le tome 1 de Catherine Bardon aux éditions Pocket. Et j'ai l'intention de lire en 4e livre, donc à nouveau Lucinda Riley, Les 7 sœurs, la sœur à la perle aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, donc voilà pour ma prochaine palle. J'espère qu'elle vous plaît. Voilà, donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que pour vous, tout se passe bien. Que vous passez peut-être encore une bonne semaine de vacances. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà repris le boulot ou pas. Je ne sais absolument pas comment ça se passe. Mais j'espère que pour vous, tout va bien, que vous avez de très bonnes lectures. Donc on se retrouve la prochaine fois pour sûrement un nouveau bilan lecture et je vous dis donc à dans une semaine je pense que j'aurai fini peut-être dans 2 semaines. Voilà, donc bye bye.